Est-ce que notre pays est prêt à accueillir l'IA? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que le fait de nous lancer directement vers l'IA, nous oublions une seule chose. Nous vendons pratiquement notre souveraineté numérique aux autres. Nos données vont ailleurs. Nous sommes esclaves de la technologie que les autres développent. Mais à l'ère de l'IA, nous devons créer nos propres intelligences artificielles. La base, c'est la donnée. Est-ce que nous avons des data centers au pays? Nous avons combien d'hôpitaux au pays? Combien de gens vont fréquenter nos hôpitaux avec des informations qui restent sur papier? Combien de données nous perdons dans ces pays? Donc les données n'existent pas. Mais sans données, nous parlons de l'IA. Est-ce que nous avons le droit de parler de l'IA? C'est la question que je me pose. Mais la réalité, c'est que quand on regarde ce robot, il n'est pas intelligent. Voilà. Alors quand je parle de l'intelligence, vous comprenez déjà qu'il y a une capacité par exemple d'analyse qui devait exister. En donnant seulement un exemple simple, notre robot ne sait pas nous dire combien de véhicules passent sur ce tronçon-là pendant une journée par exemple. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gérer le trafic généralement à Kinshasa? Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Herbert Kalonji, professeur, Microsoft certifié traîneur, PMP régional, chancelier et génie congolais. Bonjour Monsieur Herbert. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais bien et vous-même? Je vais très bien. Vous êtes aussi spécialiste en développement de solutions IoT et vous formez de nombreux étudiants, exact? Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons une thématique simple qui est le leadership académique et innovation technologique. Et puis, former les bâtisseurs du Congo numérique. Avant que nous puissions entamer sur cette thématique, on aimerait savoir qui est Monsieur Herbert. Merci beaucoup, mais ça a toujours été une question pas facile. C'est Exact. mieux quand on nous présente que quand on se présente soi-même. Oui. Comme vous l'avez dit, je suis Herbert Kalonji. C'est le nom que j'aime, mais mon nom complet, c'est Herbert Kabouela Kalonji. Ok. Je suis informaticien de formation, mais avant d'aller dans la carrière informatique, j'ai commencé par une formation de base en électronique. Et après, j'ai eu une licence en administration système et réseau. Et après, j'ai fait un master en ingénierie des systèmes télécoms et réseau. Donc là, c'est carrément le domaine informatique. Mhm. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Parce que dans mon passé, la façon dont j'ai abordé le domaine informatique, et c'est que moi, j'avais l'idée en venant faire l'informatique, c'était pratiquement autre chose. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'auto-formation parce que pour moi, je voulais bien faire la robotique, mais comprenez, au Congo, il n'y en a pas. Mhm. Et tout d'un coup, on doit aller vers l'informatique. Et l'informatique, on nous a dit que justement, vous allez programmer. Quand j'ai appris qu'il y avait la programmation, pour moi, c'est justement programmer des robots parce que en électronique, on a appris avec des graph-sets comment programmer des ascenseurs. Pour moi, je me suis dit que c'est la programmation, donc ça j'aime. Mais arrivé à l'université, c'était encore la programmation purement logicielle. Alors, ce qui m'avait un peu découragé pour aller purement dans tout ce qui cadrait avec l'électronique, disons le réseau et télécom. Et après, j'étais obligé de me former vers ce que j'aimais plus, là où je me sentais plus passionné. Et c'est comme ça que depuis 2011, j'ai commencé à faire mes recherches dans le domaine de l'IoT. J'ai fait mes recherches en IoT, ça m'a amené à avoir des mérites, comme vous l'avez mentionné. Mais en dehors de ça, j'ai continué à faire des certifications. Et donc, c'est depuis 2021 que j'ai rejoint la classe ou le groupe des MCT, Microsoft Certified Trainer. Et donc, jusqu'à aujourd'hui. Et après, avec l'IoT, j'ai compris que
la donnée, elle est importante. C'est comme ça que je me suis également lancé dans l'analyse des données et pour être certifié Power BI et également la gestion des projets. Pourquoi la gestion des projets? Parce que j'ai eu à réaliser beaucoup de projets, mais c'était quand même aussi important. Après avoir eu des mérites au niveau national, d'être un peu structuré en termes de gestion de projets, avoir les connaissances en ce qui concerne les standards de gestion de projet. Et voilà, je me suis lancé dedans et j'ai compris que c'était vraiment important pour moi. Mhm. Mais comme formateur, Mhm. ayant senti aussi l'intérêt et l'avantage d'être certifié gestion de projet, je me suis également lancé dans la formation instructeur et aujourd'hui, je suis également instructeur project management professionnel. Donc, c'est un peu brièvement mon petit parcours, qui je suis, voilà. Je peux pas appeler ça petit parcours. C'est colossal. Non, c'est petit parce que la réalité, c'est que dans la science, plus on évolue, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de Beaucoup. choses et plus on se rend compte qu'on est ignorant. Ça, c'est sûr. Oui. Et du point de vue académique, c'est vrai, en tant qu'enseignant, je donne cours, ça fait 14 ans ou c'est ma 15e année que je donne cours au niveau supérieur Ok. et dans plusieurs institutions de la place. Et au niveau académique, j'ai plusieurs publications scientifiques. Et la dernière publication date du mois de février, je crois le 1er février. Et au mois de décembre 2025, j'ai participé à une conférence internationale à Malaisie, mais je pouvais pas m'y rendre, où également l'un de mes papiers a été retenu pour être présenté. Et à mon absence, il y a un poster qui a été présenté à ma Présenté. place. Donc, et sur le plan académique, j'ai un grade de chef de travaux. Donc voilà, c'est un peu ça. Wow. Wow. Quelle introduction. Et quel parcours. Mais comme vous avez dit, c'est petit. Surtout en sciences. Ouais, c'est petit, mais on a quand même une vision d'aller un peu plus loin. Exact. Alors, vous avez mentionné la robotique. Ouais. Et puis, robotique informatique. Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez toujours faire la robotique? Oui, en tout cas, j'ai une vision assez claire à ces sujets. Et pour moi, si c'était à refaire, je ferais la robotique. Et ce qui prouve suffisamment que j'ai vraiment de la passion pour la robotique, c'est que n'ayant pas l'occasion d'aller vers cette formation directement au pays ou ailleurs, mais les peu que j'ai en termes de connaissances personnelles, j'essaie déjà de les transmettre et produire quand même quelques résultats avec des étudiants et avec quelques cours de robotique que je donne déjà Non. sur place dans quelques institutions. Où Alors, j'ai quand même des objectifs, c'est qu'un étudiant doit être en mesure de prototyper, de comprendre justement les enjeux qu'il y a derrière un robot. Donc, c'est l'exercice que je m'efforce personnellement et à transmettre et aussi à réaliser. et quel projet robotique peut contribuer à notre société? Tout dépend de l'analyse des besoins liés à notre environnement. Je vous donne un exemple simple et palpable. Je peux partir même des exemples de projets de mes étudiants. On est dans un supermarché. Il n'y a que les jeunes, Mhm. les gens qui ont la force de soulever, de pousser des paniers, par exemple. Mais on peut avoir des paniers qui sont robotisés et qui suivent, par exemple, l'acheteur. Vous entrez dans un magasin, d'un coup un panier vous suit et puis vous n'avez qu'à déposer vos articles et pourquoi pas faire directement des calculs en fonction des articles que vous possédez dedans et quand vous arrivez à la caisse, c'est payer et partir et puis on va éviter tout ce qu'il y a comme file d'attente au niveau de nos caisses. Et donc, nous avons réalisé des petits prototypes des paniers suiveurs, par exemple. Et imaginez combien de magasins nous avons. Et vous avez déjà assisté à des scènes où quelqu'un a besoin de soulever tout un sac, mettre dans les paniers, et puis commencer à pousser. Mais ça réduirait aussi, par exemple, des efforts physiques. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a tant d'autres, que ce soit sur
la gestion de la ville ou dans la plupart de nos besoins au quotidien. Si je dois parler sur le point où vous avez parlé de panier suiveur, Ouais. ça veut dire qu'on doit réconfectionner encore tous les paniers. Ou bon, pas nécessairement, mais il suffit d'ajouter quelques modules à nos paniers et les rendre un peu plus intelligents. Non. Donc, c'est encore plus facile de passer de nos paniers traditionnels à des paniers qu'on peut qualifier d'intelligents. Un panier robot, il sait suivre, par exemple, un client. Quelqu'un qui entre dans un magasin, on sait que, bon, ok, je dois être derrière lui, il s'arrête, je m'arrête, il pose quelque chose dans mon panier, mais est-ce que j'ai la possibilité de savoir c'est quoi, de calculer directement? Et c'est possible. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez vu que la technologie est en train d'évoluer, qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Waouh! Bon, c'est une très bonne question, mais vous allez constater que j'aurai quand même un peu un avis assez contraire par rapport à ce qui se passe au pays. C'est un point de vue personnel par rapport à mes recherches et par rapport à la connaissance personnelle que j'ai au sujet de l'IA. Bien sûr, dans le contexte de la RDC, Oui. l'IA est censée nous apporter beaucoup de solutions, mais ce que je fustige, c'est que nous, les Congolais, Mhm. nous cherchons à aborder l'IA à un niveau où nous n'avons pas de moyens ou de capacités de l'aborder parce que nous n'avons pas de soubassement. Un exemple simple. Tout le monde parle de l'IA, il y a des conférences qui sont organisées à gauche, à droite, que ce soit au niveau du gouvernement, avec nos ministères qui sont en charge du numérique et le reste. La question que je me pose, la question de base, est-ce que notre pays est prêt à accueillir l'IA? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que le fait de nous lancer directement vers l'IA, nous oublions une seule chose. Nous vendons pratiquement notre souveraineté numérique aux autres. Nos données vont ailleurs. Nous sommes esclaves de la technologie que les autres développent. Mais à l'ère de l'IA, nous devons créer nos propres intelligences artificielles. Et pour y arriver, et c'est là que devait être le débat, pour y arriver, c'est la première question que je me pose quand on parlait de l'IA. La base, c'est la donnée. Est-ce que nous avons des data centers au pays? Nous avons combien d'hôpitaux au pays? Combien de gens vont fréquenter nos hôpitaux avec des informations qui restent sur papier? Combien de données nous perdons dans ces pays? Donc, les données n'existent pas. Or, c'est avec les données qu'on peut parler des machine learning, c'est après les machine learning qu'on peut parler de l'intelligence artificielle. Mais sans données, nous parlons de l'IA. Est-ce que nous avons le droit de parler de l'IA? C'est la question que je me pose. Le Congo est exclu. Bon, en tout cas, pour moi, le Congo est exclu parce qu'on peut aller même plus loin. L'IA demande de l'infrastructure. Même quand je parle de données, pour stocker la donnée, il faut les data centers. Or, aujourd'hui, les machines qu'on utilise pour l'IA, ça demande des performances assez élevées en termes de processeurs. Oui. Et on va vous dire que pour implémenter des data centers, vous devez avoir de l'énergie. Mhm. Et pour avoir de l'énergie, on vous dira avec la puissance des processeurs, aujourd'hui, on vous dira que vous avez besoin de l'eau en termes de refroidissement. Exact. Mais nous avons toutes ces ressources. Mais pourquoi nous n'allons pas directement vers une politique de mettre en place l'infrastructure qui va nous permettre de construire nos intelligences artificielles? Tant que nous n'avons pas ça, sincèrement, nous allons essayer de parler de l'IA, mais en réalité, nous sommes des esclaves des technologies que les autres développent. Et un exemple simple, nous portons tous des smartwatches. Mhm. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce sont nos données qui nourrissent les bases de données des autres, qui avancent du point de vue technologique, et nous, au Congo, on n'est rien en train de gonfler avec des smartwatches qui prennent nos données, qui les transmettent ailleurs. Et les autres vont venir vous dire, OK, 10 millions de Congolais ont porté des smartwatches, voici leur tension artérielle, donc on peut développer tel produit, et ils viennent, ils vous apportent. Aucun médecin congolais n'a accès à ces données. Donc, pour moi, on est trop un peu ambitieux s'il faut parler de l'IA, mais on doit quand même revenir sur Terre, analyser profondément, avant de nous lancer un peu dans des conférences théoriques, mais nous devons attaquer la réalité pour être à la hauteur de ceux qui parlent de l'IA dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer avant qu'on puisse s'entamer le sujet IA au Congo. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a les bases. Il y a vraiment des bases. Ouais. Alors, quel est le défi que vous avez rencontré depuis que vous avez commencé?
comme enseignant d'abord, tout jeune, les tout premiers défis, c'était l'acceptation. Vous êtes face à des étudiants qui vous regardent, qui disent, bon, il est pratiquement de notre génération, non, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Et je crois que pour ma première fois, entrer dans l'auditoire, c'était devant 400 étudiants. Mais quand on regarde, bon, on peut dire, bon, c'est aussi un étudiant, mais c'était moi, effectivement, l'enseignant. Alors, il fallait un leadership, il fallait du courage, il fallait justement avoir cette capacité d'impacter. C'est pourquoi à un certain moment, je me dis, le plus grand défi que j'ai eu à relever, c'était celui d'être compétent. Parce que sans la compétence, je pouvais pas impacter, je pouvais pas maintenir ou relever les défis du conflit générationnel et être accepté facilement. C'était pas assez facile, hein, donc vous entrez quelqu'un qui semble même être plus grand que vous, bon, alors vous devez euh, les captiver et ils doivent vous accepter, donc c'était pas assez facile, mais avec le temps, je crois que la compétence m'a aidé vraiment à relever ces défis parce que quand vous êtes devant les jeunes, ils ont besoin de voir si réellement vous pouvez leur apporter un plus ou pas. Mais si tout d'un coup, ils sentent que vous êtes intéressant, c'est fini. Ils s'accrochent et puis ça évolue. Mais en dehors de ça, l'acceptation a été double, hein. Par les pairs, ça signifie que les gens qui vous ont précédé, qui doivent aussi vous accepter, dire que oui, vous valez, mais bon. Quand vous êtes rejeté par les autres, ça fait aussi un peu mal, mais ça demande d'avoir un mindset assez fort pour tenir. Sinon, dans les milieux académiques, avec tout ce qu'il y a, mais ça demande de la discipline, ça demande de la compétence. Sans ça, en tout cas, c'est quand même assez compliqué. Mais un autre défi que j'ai pu aussi mentionner dans ma carrière, c'est la guerre des compétences. La guerre des Ouais, compétences, elle existe. Et elle est vraie. ça veut dire. Votre compétence peut gêner quelqu'un. Voilà. Ouais. Alors, quand vous êtes face à quelqu'un qui sent que vous semblez être un peu plus compétent que lui, ça vous crée des problèmes. Ça peut ne pas avoir une forme normale, en tout cas, d'un problème réel, mais vous sentez carrément que non, non, ça ne va pas. Mais en réalité, quand vous analysez, quand vous êtes assez posé, vous sentez que c'est dû à une guerre de compétences et vous savez sentir ça. Ok. Ouais, Mais je sais que vous avez déjà impacté beaucoup de gens oui. parce qu'on raconte qu'en arrivant dans une grande entreprise du pays, je ne vais pas citer les noms, plusieurs personnes vous ont reconnu et vous ont salué. Ensuite, sur le point où votre interlocuteur a cru que vous aviez travaillé avec eux, quelle a été votre réaction face à ça? Waouh! Où est-ce que vous avez puisé cette information? En tout cas, c'est exact Oui. et c'est vrai. Je crois que cette situation m'avait beaucoup interpellé. J'étais ému de joie et en même temps un peu stressé parce que j'étais entouré des gens, mais je sentais que je les mettais mal à l'aise parce que c'est à chaque une minute, la personne qu'on croisait, c'était toujours bonjour monsieur Herbert, bonjour monsieur Herbert. Alors, c'était un sentiment de joie, mais en même temps, j'étais un peu mal à l'aise parce que les gens avec qui j'étais se sentaient un peu menacés. Mais c'est vrai, on pensait que c'était mes collègues, les gens avec qui on a eu à travailler, mais en réalité, la majorité, c'était rien que des étudiants. Vos étudiants. Ouais, c'était mes étudiants. Alors, ça m'a donné vraiment un sentiment de joie et c'est en des moments pareils qu'on se rend compte qu'on a eu vraiment de l'impact sur la vie des gens.
Mm. Et l'effet de garder aussi de bonnes relations, ça Mhm. c'est vraiment aussi Les intéressant. bonnes relations Ouais. comptent. Et parmi vos réalisations dans la science, l'éducation ou pour le pays, lequel vous a rendu le plus fier? Bon, je dirais dans l'éducation, ce qui m'a beaucoup plus rendu fier, c'est l'impact humain. Non. Pourquoi je dois revenir sur l'impact humain? Parce que former les gens pendant 14 ans, et puis après vous vous rendez compte que les gens que vous avez formés il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, quand vous le croisez, qui est chef d'entreprise, qui est entrepreneur, qui est cadre dans une entreprise de la place. Alors ça nous donne quand même une fierté et parfois ça nous donne aussi accès à quelques privilèges, hein, sincèrement. Oui. Sincèrement. Ça nous redonne aussi la force. Si je dois vous donner un exemple, vous croisez un étudiant, un ancien étudiant, qui vous traitez des méchants, des sévères à l'époque, mais quand vous le croisez, il vous dit « Ah, monsieur Albert, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez aidés, mais à l'époque, non, vous traitez des méchants, mais c'était pour notre bien. » Vous ne savez pas combien ça réjouit quand c'est lui qui vous traitait d'un mauvais, il a le courage de venir vous le dire en face et de vous dire que non, c'était pour son bien, continuez dans ce sens-là. Alors, le niveau humain, je crois que c'est quelque chose qui me rend un peu trop fier et ça me donne encore le courage de continuer à partager davantage mes connaissances. Bien sûr, on partage les connaissances, mais je dois avouer, être sincère, que c'est parfois aussi bidirectionnel. On apprend aussi beaucoup des étudiants quand on est humble. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez être là, vous préparez la matière, mais un étudiant va vous poser une question qui va vous aider à aller encore plus loin Chercher. dans vos recherches. Donc, ces niveaux-là, au niveau national, je crois que ça m'a impacté. Juste pour vous faire rire, je suis sur boulevard du 30 juin, au niveau des Royales, Oui. en plein soleil, vers 14 heures, avec les embouteillages. Je devais aller vers la gare centrale. Bon, je me dis bon que je vais avancer à pied petit à petit. À ma grande surprise, de l'autre côté, dans la quatrième bande, si je ne me trompe pas, Mhm. j'ai entendu une voix, Monsieur Albert! Ah! Je me dis, moi je suis de Lubumbashi. Mais qui m'appelle ici à Kin comme ça? Et je regarde, c'est un ancien étudiant De Lubumbashi. de Lubumbashi, mais qui, depuis un certain temps, est à Kin, il travaille à la RVA. Bon, il me salue, je me dis, mais moi ici, je devais être quand même inconnu. Mais comment je suis connu jusqu'ici? Alors, ça fait que, bon, partout là où on passe maintenant, on est obligé de nous-mêmes d'être assez discipliné, d'être fier, de contrôler ce qu'on est censé être et faire, parce que d'une manière ou d'une autre, on est censé impacter et on impacte. Ça, c'est vraiment au niveau humain. Mais au niveau de la science ou de l'éducation, je crois que mes efforts, mes recherches aussi personnelles, liées à l'auto-formation dans le domaine de l'IoT, m'ont quand même amené à faire enregistrer une innovation au niveau national. Mhm. Et cette innovation m'a valu une médaille en arts et sciences de la chancellerie des ordres nationaux. Ah, wow. Alors, ce qui fait que les pays a valorisé mes connaissances et les pays me comptent comme un digne fils voilà, de ces pays, si vous permettez les termes. Oui. Voilà. Mais quelle est la valeur et les compétences que vous cherchez à transmettre aux étudiants? Voilà. Je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont passé quand même par mes cours savent que je cherche pas seulement à transmettre les compétences techniques, mais il y a des valeurs qu'on essaie aussi de transmettre. C'est entre autres la discipline, la rigueur et l'impact en termes de responsabilité que les jeunes ou les gens qui suivent la formation doivent avoir aussi après la formation. Donc, vous avez des compétences, oui, c'est bien, mais vous devez aussi impacter. Vous devez les utiliser à bon escient. Donc, je crois que ceux qui me connaissent savent que je suis quand même assez rigoureux et discipliné. Voilà. Et je cherche à ce que tout le monde soit comme ça, qu'on incarne tous ces valeurs. Je crois que ça nous permet de nous retrouver, de bien faire, de bien gérer notre carrière. Mais aussi, je vais à ce que les gens aient aussi la capacité
de rester dans une formation continue. Ça, en tout cas, j'aime ça. Parce que Ouais. dans l'informatique, on a toujours dit, tant que vous ne lisez pas, vous reculez. Alors, si vous avez déjà cette valeur-là, cette capacité de vous auto-former, je crois que ça garantit quand même votre vie dans le domaine informatique. Exact. Vous avez parlé de la IoT, Ouais. right? Quelles sont vos réalisations? Voilà. En termes de réalisation, je crois que j'en ai un peu beaucoup. Seul, mais plus avec un ami. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait même mis la puce à l'oreille sur les aspects pratiques, matériels. Et depuis lors, je crois que c'est depuis 2014 que nous évoluons ensemble. Et la plupart de nos réalisations maintenant, je crois qu'on essaye de les faire ensemble. Et la toute première réalisation que nous avons réalisée avec un ami, bon voilà, même pas un ami, trois, tel qu'on est trois amis. La toute première, c'était une machine à briques. Une machine à briques. Voilà, vous connaissez très bien notre région ici Oui. du Katanga avec de l'argile. Exact. À l'époque, on avait quand même des briques de qualité. Mhm. Mais actuellement, quand vous regardez tout ce qu'il y a comme briques à presse ici, c'est des presses manuelles, tout ça. Mais quand on regarde la qualité de nos briques, c'est des briques qui sont carrément fissurées et autres. Alors, nous ayant commencé déjà avec des recherches dans l'Internet des objets, on s'est dit, on doit quand même faire quelque chose à la taille de la robotique et autres. C'est comme ça que nous nous sommes dit comment construire une machine, mais qui peut être commandée par des petites choses, voilà, composants électroniques. Et nous avons un ami qui a fait la mécanique, Mhm. qui a conçu pratiquement la pièce, la structure de notre moule. Et nous nous sommes dit, nous allons programmer pour diminuer l'effort humain. Au lieu de taper fort, d'utiliser la force humaine pour avoir une compression, nous on s'est dit, bon, on va faire une compression automatique et une éjection automatique des briques. Comme ça, l'homme n'a rien à faire. On va automatiser ça. Je crois que c'était la première grande réalisation en termes de structure qui utilise de l'énergie, de grandes puissances. C'était cette presse à briques. Et nous avons déjà réalisé, il y a même quelques bâtiments qui existent sur la ville partant de nos petites briques. Ok. Et là, ce projet n'a pas disparu du tout. Je crois que dans les jours à venir, on va évoluer ensemble avec les amis sur un prototype qui est déjà en cours de développement pour améliorer un peu la vitesse et la quantité en termes de production des briques parce que la rentabilité en dépend. Je crois que ça, c'était l'une de nos premières réalisations. Donc, conçue rien que par nous, Congolais. Donc, cette Oui. structure-là, et je crois qu'il y a des années où j'ai fait visiter aussi cette moule-là aux étudiants. Ils ont vu, donc il y a des vidéos, il y a des choses qui existent sur ça. Mais là, nous allons vers une nouvelle version qui sera un peu plus performante par rapport à la première. Mais en dehors de ça, dans le domaine de l'éducation, comme je vous ai dit, c'est depuis 2011 que dans mes oreilles, j'ai entendu pour la première fois auprès d'un monsieur que je considère comme mon mentor, qui m'a parlé de l'IoT. Et ce n'est que vers des années 2014, je crois qu'il y a encore des affiches et des preuves même sur les réseaux sociaux. C'est en 2014, pour la première fois sur la ville de Lubumbashi, que nous avons organisé une conférence sur les systèmes embarqués ou l'IoT. Pratique avec des démonstrations devant les étudiants, devant des invités ici sur la ville. Et après, le souci était justement de faire changer dans le programme, par exemple, de nos institutions, le cours qu'il y avait dans la plupart d'institutions, le cours des microprocesseurs, par un cours des microcontrôleurs et qui est justement aujourd'hui appelé le cours des systèmes embarqués. Ok. Pourquoi? Parce que nous, on voyait plus l'impact et l'avenir des microcontrôleurs qui est le microprocesseur. Parce que le microprocesseur, bon, on ne pouvait pas en avoir assez facilement et sous les marchés. C'est comme ça que nous avons milité. Et nous-mêmes, nous avons été les premiers à commencer le cours des systèmes embarqués dans une institution de la place. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des institutions, vous allez trouver qu'il y a certains qui ont aussi le cours des systèmes embarqués. Mais la difficulté que nous avons constatée était liée aux cartes qu'on était censé utiliser pour apprendre la programmation matérielle. C'est vrai, il y a des jeunes qui font l'électronique, qui s'en sortent, ainsi de suite.
Mais en évoluant à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que on doit être en mesure de transmettre la connaissance à qui a vraiment ces besoins-là d'apprendre, mais il n'a pas les bases en électronique. Comment démystifier d'abord? Parce que personnellement, je suis arrivé au point où j'ai compris que la méthodologie peut donner de l'ambition et la volonté à quelqu'un. C'est comme ça que je me suis dit, ou nous nous sommes dit, comment arriver à donner la volonté à quelqu'un qui n'a pas besoin, hein? Par exemple, d'aller vers l'IoT, qui considère que c'est difficile, mais il pouvait, mais il ne peut pas. Comment briser cette glace? Comment enlever tout ce qu'il y avait comme barrière? Nous avons organisé une formation qui était open gratuitement. On a amené nos matériels pour tester un peu l'habilité des dames, que ce soit des hommes, qui n'ont aucune base en électronique. Alors, voir un peu leur capacité à appréhender les matériels, les composants électroniques, le microcontrôleur. Et c'est ce jour-là que nous avons compris que notre analyse était réelle parce que beaucoup de gens avaient peur, bien qu'ils avaient les capacités et même la volonté. Et ce jour-là, nous avons compris qu'il fallait développer une carte qui permettrait aux gens d'apprendre aussi facilement ou d'aborder tout ce qu'il y a comme programmation matérielle avec l'IoT sans avoir nécessairement une connaissance pointue en électronique. Ok. Et ça nous a amené à développer une carte que j'ai avec moi ici. Elle aide justement à démystifier la partie électronique. Comme ça, celui qui y travaille peut facilement voir les réalisations. Ça lui donne vraiment cette motivation de continuer, de continuer. En réalité, c'était un appât. On l'amène petit à petit dans la complexité. Et tant qu'il a la volonté, il voit que ce qu'il réalise, ça marche. Donc la volonté vient petit à petit, mais il est en train de percer ce qu'il considérait désormais comme barrière. Alors cette carte, comme vous la voyez, Oui. ceux qui font l'électronique ou tout le monde qui fait les systèmes embarqués actuellement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des breadboards, hein, Oui. des cartes, des platines qu'on utilise pour ne pas souder. Pour ne pas souder. Ouais, pour ne pas souder, utiliser les fers à souder et afin de réaliser un montage électronique. On passe par ce qu'on appelle des breadboards. Alors, on va juste faire des connexions pour tester rapidement. Alors, faire les connexions, ça demande parfois aussi maîtriser ce qu'on appelle des polarités en électronique, le plus, le moins, tel composant, il faut les brancher comme ça. Exact. Alors, pour quelqu'un qui est assez novice, c'est difficile, hein? Déjà, c'est une complexité. Il doit apprendre d'abord comment brancher tel capteur, ainsi de suite, les respecter les polarités, la tension. C'est assez difficile. Déjà, quand je vois ça, c'est trop complexe pour moi. Voilà. Alors, s'il faut partir seulement de cette carte et commencer la programmation, nous, on avait compris que c'était aussi difficile pour certains. Comment brancher un capteur, respecter les plus et les moins. Alors, c'était assez difficile. Nous nous sommes dit, OK, on va développer une carte qui va simplifier la tâche. Vous avez développé ça. Effectivement. Ça, c'est nous qui avons développé. C'est totalement made in DRC, cette carte. Ok. Alors, ce que nous avons fait, c'est quoi? On s'est dit, OK, on va prendre cette carte, on va brancher ça derrière, elle va faire office d'une breadboard et on va simplifier la complexité à la personne qui doit brancher, par exemple, des capteurs. Et ici, tel que vous voyez, c'est des pins. Alors, si quelqu'un a besoin d'utiliser un capteur qui a autant de pins, il n'a qu'à venir brancher. Point. Donc, tout le monde peut brancher, comme je l'ai fait ici. Oui. Voilà. Donc, on simplifie d'abord les plus, les moins. Donc, on vous dit, branche ici. Tu branches. Et puis, tu te concentres sur le code. On te dit comment ça doit fonctionner. Et puis, après, tu as les résultats. Non, il faut allumer, par exemple, l'effet de signalisation. Sur cette carte, nous avons prévu, par exemple, pour vous déjà des LED qui sont là. Donc, des lampes. Non, je vais faire l'effet de signalisation. Vous n'avez pas à vous inquiéter comment brancher la lampe, ça sera comment. Non. Vous voyez d'abord le résultat. Vous voyez comment est-ce que le rouge s'allume, le vert, ainsi de suite. Ça vous donne une motivation et puis vous avancez. Et qu'est-ce que je peux créer avec cette carte? Voilà. L'avantage avec cette carte, elle est en même temps idéale pour l'éducation, comme je venais de le dire. Elle diminue un peu la complexité des autres matières. Mais du point de vue professionnel aussi, vous pouvez réaliser des projets qui peuvent bien marcher et en entreprise. Et ceux qui sont dans les domaines comprennent très bien. Cette carte, une fois
que vous l'utilisez derrière la carte comme ça, vous voyez qu'il rien ne bouge. Hein? Mhm. Contrairement à nos breadboards avec le cordon, vous ne pouvez pas vous déplacer avec et puis votre montage fonctionne normalement. Donc ici, vous pouvez même vous déplacer, je fais des mouvements, rien ne bouge. Tous les composants peuvent être fixés, les capteurs peuvent être branchés là-bas et elle est aussi dédiée à une intégration dans des projets professionnels. Wow. Mais en termes de projets concrets, par exemple, on peut réaliser des faits de signalisation avec. On peut passer par ce qu'on appelle des détecteurs de présence, de mouvement, des systèmes de surveillance ou de gestion, par exemple, des poubelles. Donc, c'est une carte qui peut vous amener à prototyper, à faire plusieurs réalisations. Et qu'est-ce que vous pensez? Merci pour cette présentation. Ouais. En tout cas, Made in Congo. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez l'effet des signalisations, le robot en fait, la robotique? Bon. Quand je donne cours, Oui, je suis obligé de passer par des exemples. exact. Je crois que vous allez permettre que je sois quand même assez ouvert, c'est la science. Je commence déjà par amener les étudiants à faire l'existant. On décèle les failles de l'existant. C'est comme ça qu'on peut arriver à parler de l'innovation. Alors, moi, quand je regarde le robot que nous avons au pays, c'est vrai que c'est un pas par rapport au fait des signalisations qu'on avait avant. On va dire qu'il y a eu une innovation, mais ce robot qui existe actuellement a besoin d'être innové. Et c'est sur ça que j'étable généralement avec mes étudiants parce que c'est lui qu'on a actuellement. Mes étudiants savent les faire avec moins de 20 lignes de code. Mhm. Ils savent déjà vous prototyper ce robot est fonctionnel. Si vous leur donnez le matériel, ils vont vous reproduire la même chose exactement. Mais la réalité, c'est que quand on regarde ce robot, il n'est pas intelligent. Voilà. Alors, quand je parle de l'intelligence, vous comprenez déjà qu'il y a une capacité, par exemple, d'analyse qui devait exister. En donnant seulement un exemple simple, notre robot ne sait pas nous dire combien de véhicules passent sur ce tronçon-là pendant une journée, par exemple. Notre robot ne sait pas prioriser les flux pour dire non, ici il y a beaucoup de véhicules, là-bas il y en a moins, alors je priorise d'abord cette voie. Notre robot ne sait pas le faire. Pire encore, notre robot ne sait pas collecter les données, les informations. J'allais poser la question comment est-ce qu'on pouvait introduire l'IA. Voilà. Donc, si on doit aller avec l'IA, c'est vrai, avec l'IA Vision, on peut arriver justement à compter le nombre de véhicules qu'on a, par exemple, sur le tronçon qui passe devant notre robot. On peut justement collecter le numéro des plaques, les enregistrer. C'est comme ça que sous d'autres cieux, vous entendez qu'il y a eu tel crime ou tel dégât à tel endroit. Dans quelques minutes, on va vous dire, il a pris tel véhicule, on a retrouvé ça à tel tronçon de la ville. Pourquoi? Ça laisse des traces. Ces traces, c'est justement la route qui est dotée des systèmes intelligents capables de collecter ces informations et vous le fournir, de le stocker, vous le fournir en cas de besoin. C'est comme ça que les autres sont assez forts en termes d'enquête, ils ont facilement accès aux données, mais ici chez nous, avoir accès aux données, nous n'en avons pas. Et même alors, excusez-moi, combien d'effets de signalisation nous avons sur la ville? C'est ça le problème. Même les Exact. traditionnels. Exact. Alors quand est-ce qu'on va aller vers l'intelligent? Moi, je vous pose une question. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gérer le trafic généralement à Kinshasa? Pour la ville de Kinshasa, personnellement, j'ai fait des analyses. Je pense que, d'abord, il faut le fait des signalisations. 2, pas nos faits de signalisation traditionnels. Je pense qu'on doit aller vers des systèmes intelligents avec l'IA intégrée pour tout ce qu'il y a comme la reconnaissance des types de véhicules, la reconnaissance des formes, le comptage des véhicules et autres. Mais le plus grand problème, c'est que, et ça fait partie aussi de mes recherches actuellement, c'est la synchronisation de nos faits de signalisation. Alors, vous pouvez avoir un fait de signalisation qui est fonctionnel à ce niveau, et quand vous regardez les flux de véhicules qu'on a sur ce tronçon ou sur ces ronds-points, tout est normal. Mais essayez d'aller à 100 mètres en arrière. S'il y a un autre point de signalisation, un point
un autre carrefour où il y a des signalisations, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des sérieux problèmes peut-être. L'embouteillage est là, mais sur le tronçon suivant, il n'y a pas d'embouteillage. Mais si tout est synchronisé, ça signifie qu'on peut arriver à résoudre des embouteillages en amont. Je vous donne un exemple. Admettons, prenons Lubumbashi. Vous allez voir que notre ville est carrément, presque carrelée. Oui. Kassavubu. Après Kassavubu, prenons pratiquement le long de Kassavubu. Après Kassavubu, il y a, je ne sais pas moi, la principale c'est Djamena. Après Djamena, nous avons Oui. Roué, Sandoa, Kimbangu. Bon, je cite un peu en désordre. Oui. Et quand vous allez avec ces routes-là, ça va jusque Lumumba, Exact. presque certain. Mais vous sentez que la ville est pratiquement carrelée. Mais est-ce que nous avons des faits de signalisation sur chaque point? Déjà, quand on est seulement sur Mobutu coin, Mobutu Coin Kassavubu. Mobutu coin Kassavubu, il y a de l'embouteillage juste sur Kapenda coin Mobutu. Voilà. Mais quand vous regardez, même avenue, et tout est pratiquement parallèle, bien. Mais pourquoi là-bas nous avons de l'embouteillage, mais sur Kassavubu, il n'y a pas d'embouteillage? Donc, ça demande à ce que nos faits de signalisation sur la ville soient aussi synchronisés. Une fois que c'est synchronisé, on sait que, OK, dans telle voie et telle voie, en ce moment, tout est au rouge. Ça signifie qu'on va prioriser les trafics qui vont aller pratiquement dans le même sens. Et dans telle voie et telle voie, c'est rouge, tout est arrêté. Et de cette façon-là, on va essayer de bien gérer les trafics. Et je pense que c'est la même réalité avec Kinshasa. Quand on regarde, tout part du boulevard 30 juin. 30 juin. Et puis après, nous avons des avenues qui entrent et qui sortent du boulevard. Des véhicules qui doivent entrer et sortir. Je crois que tout ça devait être synchronisé. Ça signifie, quand on dit tout entre sur le boulevard, par exemple, 24 est ouvert, aucun véhicule ne bouge sur le boulevard, mais c'est les restes de routes qui sont pratiquement perpendiculaires au boulevard qui sont open. Mais après un certain temps, on coupe tout et tout ce qui est sur le boulevard va. Ça demande une synchronisation de l'ensemble de nos faits de signalisation. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est l'une des solutions pour apporter quand même des embouteillages sur la ville et pourquoi pas au pays. Et si je dois poser une question, qu'est-ce qu'il faut pour introduire ces projets? Bon, pour introduire ces projets, je crois que ça demande de la volonté premièrement politique. Et quand on parle de la volonté politique, c'est justement les gens qui sont à côté de nos ministres qui doivent aussi avoir des compétences ou des capacités de comprendre et de discerner ces genres de projets et d'idées et d'essayer de poser des bases et des actions pour accompagner ces genres d'initiatives et d'idées. Déjà qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de projets qui ont été présentés par exemple au conclave du génie scientifique congolais qui jusqu'aujourd'hui attendent l'accompagnement du gouvernement pour que l'innovation des Congolais puisse enfin entrer et produire quelque chose en termes de l'économie du pays. Mais bon, on est en attente, c'est la volonté politique du pays. Je vois. Tout cadre aussi sur ça. Ça va aussi tourner sur tout ce qui est politique. Ouais. Et en tant que Microsoft certifié trainer, Ouais. pourquoi la certification est-elle importante aujourd'hui? Voilà. J'ai l'impression que, bon, je vais essayer d'être un peu équilibré parce que j'ai parfois des avis un peu contraires aux autres ou à la majorité. Je pense que la certification, elle est très importante. Et si depuis un certain temps, j'ai décidé de me lancer dans la certification, c'est justement parce que, premièrement, je me suis dit moi-même, je dois être l'exemple de ce que je suis censé défendre et je dois justement être un modèle. Et non seulement ça, mais la deuxième raison personnelle, c'est justement prouver ou valider mes compétences. Vous pouvez avoir des compétences ou des connaissances, mais tant que vous n'avez pas de certification, sincèrement, vous n'avez pas les respects même professionnels. Hein. Vous n'avez pas la possibilité de brandir que vos connaissances sont standardisées. Et c'est là que je m'insurge un peu en termes du système éducatif au Congo.
Les certifications sont très importantes. Un exemple simple, regardez dans la plupart des universités technologiques au monde, les technologies sont intégrées dans les formations. Et quand je parle de technologie, c'est par exemple, OK, vous connaissez Excel? Oui, je connais Excel, c'est bien, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu connais Excel? Tu as appris Excel dans tel coin, moi aussi j'ai appris Excel dans tel coin. OK, mettons-nous quand même d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va prouver réellement que les connaissances que tu as, c'est les connaissances que j'ai et c'est les minimums en termes de base de connaissances s'il faut parler dans tel domaine? C'est la certification qui essaye de nous partager et qui est de standardiser, par exemple, la connaissance. Tant que vous n'avez pas de certification, bon, même si moi je dois vous engager, je vous demande, vous connaissez Excel? Vous allez dire oui, mais en réalité, je ne sais pas qu'est-ce que vous connaissez d'Excel. Mais si vous avez une certification, j'ai une idée, j'ai dit, ah, il a passé l'examen de certification, il a une certification, donc il est censé connaître telle matière. Et donc là, on est sûr que vos connaissances sont standardisées. Et là, on peut vous faire confiance. On sait que tel a au moins une certification. C'est comme ça qu'ici, chez nous, personnellement, j'ai toujours le même point de vue. Nos universités devaient intégrer les technologies dans les formations. Je donne un cours d'Excel, par exemple, Mhm. mais à la fin, l'étudiant va maîtriser ce qu'il peut. Mais quand il va finir ses études, il va par exemple en entreprise devant un offre d'emploi, on lui demande tu connais Excel? Oui. Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu connais Excel? En face à cette question, il ne sait pas. Il va dire bon, je connais, j'ai étudié à l'école. Mais c'est lui qui va dire oui, je connais Excel, voici ma certification. Il aura plus d'impact. Parce que devant un expatrié, par exemple, il prend ça avec des valeurs. Hein? Oui. Il comprend la valeur de la certification plutôt que lui dire, bon, j'avais étudié ça à l'école. Il faut passer par les processus de vérification, de compétences, de connaissances, tout ça. Ça devient élastique. Mais celui qui brandit une certification impacte directement. OK. Ce qui fait que même dans notre système éducatif, on devait quand même essayer d'intégrer les technologies qui amènent les étudiants vers des certifications. Ce qui fait que pour moi, en tant que Microsoft Certified Runner, les certifications sont importantes. OK. Merci pour avoir élevé ce point. Mais je voudrais revenir. Récemment, j'ai reçu un invité. Il était docteur. Ouais. Oui, docteur. Et il a parlé d'un point qu'on rencontre, un défi qu'on rencontre généralement ici au pays. Oui. Parce que avoir trop de compétences lui a... il est tombé dans... La guerre des compétences. Voilà, la guerre de compétences. Il est arrivé sur le point où même quand il déposait son CV dans les entreprises, on lui disait que non, monsieur, vous avez tellement beaucoup de compétences, on ne peut pas vous prendre. Bon, je pense que c'est des cas qui arrivent. Et moi-même, je vous ai parlé de la guerre de compétences. Je crois que c'est vrai, il a raison. Mais ce qui est quand même aussi vrai, c'est qu'il y a un temps où il va traverser cette vague des personnes qui ont ou qui affichent leurs limites envers les autres. Hein. Mais si vous avez des gens qui ont quand même un mindset un mindset de croissance, ils doivent justement sauter sur cette personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a des connaissances transversales, il peut vous être utile. Quelqu'un qui a des connaissances au-delà de son domaine peut aussi impacter. Alors moi, je peux être là, vous m'appelez un enseignant, je maîtrise tel domaine ou que vous m'avez pris pour tel domaine. Mais si je suis là en même temps, je sais vous dire, attention, en termes de gestion de projet, ce qui se passe côté, par exemple, risque du projet, voici, vous devez faire attention sur tel risque et les potentiels. Mais je peux éclairer l'entreprise. Je ne suis pas expert, mais je peux faire une note, par exemple, technique et qui peut aider à sauver l'entreprise. Donc, je pense que c'est des personnes qui ont un mindset fixe, hein, qui ne pensent pas ou qui ne voient pas un peu la croissance autour d'eux ou qui pensent que les autres seront là pour les limiter, pour le bloquer. Et c'est justement cette guerre de compétences. Mais moi, je suis sûr d'une seule chose, c'est que tôt ou tard,
ses compétences finiront toujours par payer. Ça, c'est sûr. Exact. Exact. Il y a toujours un retour. Ouais. Alors, comment parvenez-vous à équilibrer vos responsabilités professionnelles, universitaires et familiales? Waouh. Je crois que dernièrement, ça doit être l'année passée, hein. Même pas l'année passée, je crois que quand j'ai passé mon examen Power BI, j'ai reçu un appel d'un ancien étudiant qui me dit, mais monsieur Hubert, comment vous faites? Parce que nous, là, vous nous clouez. Maintenant, on n'a plus de raison. Vous nous mettez mal à l'aise parce que vous êtes mariés, vous travaillez, mais nous, on n'est pas mariés. On est libre, mais on n'arrive pas quand même à se certifier. Et là, vous nous mettez la corde au cou. Bon, j'ai dit non, en fait, c'est le moment. Je l'ai fait justement pour vous motiver. Alors, si j'y arrive, c'est justement parce que j'essaye quand même de créer de l'équilibre. Mhm. Ça, c'est sûr. Dans la vie, si on n'est pas équilibré, on ne peut pas évoluer tranquillement. Alors, pour moi, ce qui compte plus, c'est d'abord l'organisation personnelle, la discipline et la planification. Alors, si on n'est pas organisé, on ne peut pas arriver à planifier quelque chose et espérer réaliser ça. On peut être organisé, mais ça va demander de la discipline pour arriver à exécuter ce que vous avez planifié. Donc, c'est comme ça que j'arrive un peu à créer de l'équilibre en termes d'organisation de mon temps. Et il y a des jours où, par exemple, quand je suis en famille, je me dis tout ce qui est professionnel, je ne touche pas. Et la première des choses qui m'a aidé, par exemple, c'est que je n'ai plus de mails professionnels sur mon téléphone. Vous n'avez plus d'emails professionnels. Ouais, sur mon téléphone, il n'y a pas. OK. Donc, je sais que si je dois accéder à mes mails professionnels, je dois allumer ma machine. Et pour allumer ma machine, c'est un temps qui doit être prévu. Ça signifie de telle heure à telle heure, je dois être devant ma machine pour tout ce qui est professionnel. Donc, si je ne suis pas devant ma machine, je n'ai pas accès à mes mails professionnels, donc je peux m'occuper de ma famille, de mes enfants, de ma femme. Et il y a également un temps pour la lecture. Je me dis, bon, là, je dois avancer. Mais ça arrive, hein? Parfois, on s'est dit, bon, je suis en train de préparer un examen, j'ai besoin d'une concentration. Bon, on s'appelle, on fait une réunion des familles. Bon, écoutez, là, pour moi, c'est important cette certification. Si madame comprend, j'ai la paix et j'ai cette bénédiction, donc j'évolue carrément. Donc, ça demande quand même de l'équilibre et de la discipline. Et si c'est bien fait, je crois que ça ne peut que produire de bons résultats. Mais ça demande aussi d'avoir un bon partenaire. Effectivement. Donc, quelqu'un qui vous comprend, qui vous accompagne. Quand on fait notre réunion en famille, on dit, OK, voilà, moi là, donc déjà dès demain à tel jour, ne me dérangez pas. Si vous me voyez voir, on accepte, on acte. Bon, justement parce que j'ai présenté les bien fondés. OK. Voilà. OK. Quelle place l'éducation et la maîtrise des technologies devraient-elles occuper dans l'évolution de notre société au Congo? Bon, l'éducation, je pense que c'est les leviers même du développement. Je crois que c'est très important d'éduquer, de former les gens. Mais former à l'ère de la technologie de pointe, telle que l'IA et tout ce qui nous entoure, ça demande justement de passer par la technologie. Parce que la technologie, c'est justement cet accélérateur du développement. Alors, si on doit former pour espérer un développement du pays avec les connaissances, les compétences que les jeunes Congolais vont avoir dans les jours à venir, pour accélérer ce développement, on est obligé de passer par la technologie. C'est comme ça que l'union entre l'éducation et tout ce qu'il y a comme technologie, c'est important. Voilà pourquoi est-ce qu'un peu en arrière, j'ai parlé de l'intégration des technologies dans nos formations. C'est très important. Je vous donne un exemple. Un enfant qui doit apprendre aujourd'hui, par exemple, un cours de programmation au tableau,
au moment où, sous d'autres cieux, un enfant est en train d'apprendre la programmation devant son ordinateur. Est-ce qu'on peut espérer que les deux auront ou vont produire le même résultat dans les jours à venir, dans 5 ans, 10 ans, qui va plus impacter dans son pays? Mais c'est celui qui évolue directement avec la pratique. Ça signifie que les technologies vont nous aider justement à accélérer le développement dans notre pays. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez que, bon, on est un peu en arrière. Il y a la volonté politique et même la volonté au niveau des jeunes entrepreneurs d'innover avec des solutions technologiques. Tout ça, c'est justement pour faire évoluer, faire développer notre pays. Mais tout ça, ça passe par l'éducation, la formation. Tant que les jeunes ne sont pas formés aux nouvelles technologies, donc qu'est-ce qu'on sera demain? Tant que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas prototyper, par exemple, l'effet des signalisations, euh, chercher à comment innover, adapter ces faits de signalisation à notre écosystème, aux réalités de notre pays ou de notre environnement, donc, dans 10 ans, 15 ans, le même problème va persister. Donc, la technologie, elle est importante et c'est elle qui permet un peu d'accélérer la croissance du développement en passant bien sûr par l'éducation. Mais est-ce que vous pensez que réellement ici au Congo, nous avons une technologie made in Congo? Oui, les technologies made in Congo, il y en a. Les technologies made in Congo, il y en a. Je crois que personnellement, j'ai participé au conclave du génie scientifique congolais en 2023. Et je crois que c'était une initiative du ministère de la Recherche scientifique ayant pour but justement d'essayer de répondre à votre question. Est-ce que réellement nous avons des jeunes capables d'innover, d'inventer au pays? Dans notre hymne national, on dit nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais là, on bâtit. Qui bâtiront? Les expatriés ou nous, Congolais? Alors pourquoi nous ne pouvons pas bâtir notre pays avec nos innovations, nos inventions? Les inventions des Congolais, il y en a. Et je peux donner un exemple simple. Et il y a 2 jours, j'ai même lu un article disant que les brevets, par exemple, du professeur Sandrine Mubenga sur les batteries aux États-Unis devraient être utilisés par la Gécamine ou la Gécamine devait accompagner. Bon, j'ai lu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais au moins, c'est une Congolaise qui a développé une solution validée même par les États-Unis avec un brevet international. On arrive au Congo, mais combien de Congolais quittent les pays pour aller à l'extérieur avec les solutions? Parce qu'en interne, on ne sait pas les accompagner ou les valoriser. C'était au fait ça l'initiative du conclave du génie scientifique congolais où j'ai participé, où justement j'ai présenté aussi une innovation comme jeune Congolais. Et cette solution apporte justement des solutions adaptées à notre environnement, à notre pays, à notre écosystème. Donc les innovations ou les inventions des Congolais, ça existe bel et bien. Donc le forum du génie scientifique congolais et le conclave qui a été organisé en 2023-2025 et je crois que ça a relevé qu'il y a eu ou qu'il y a vraiment des solutions innovantes, des inventions et des innovations des Congolais. Que ça soit dans la médecine, dans l'agronomie, dans n'importe quel secteur, même dans l'armée, hein, il y a des solutions classées top secret. Jusque-là, on n'en parlait pas. Et même moi, mon innovation, les gens me demandent, mais tu as innové dans quoi? Mais jusque-là, je n'en parlais pas aussi. Du coup, c'est ça, c'est pas aux yeux de tous. Voilà, mais ça demande être accompagné par les pays. Et une fois que ces solutions sont consommées, vous allez réellement vous rendre compte que, une solution locale développée localement, elle va créer de l'emploi, elle va former les jeunes et en même temps, elle va participer à l'économie du pays. Donc, aller vers les solutions Made in Congo, je crois que c'est la meilleure solution qu'il nous faut. Sinon, je vais revenir à ma théorie de la souveraineté de la RDC qui est pratiquement dilapidée ou qu'on est en train de vendre partant des éléments élémentaires, par exemple, le donner parce qu'on est censé utiliser les solutions des autres. Je pense que, et je me pose la question, est-ce que nous avons un centre technologique?
En tout cas, ici, les centres de recherche, oui, mais nous n'avons pas un hub technologique muni de laboratoires où on produit, où on peut dire ça, c'est pratiquement notre petit Silicon Valley, où nous avons les têtes, où nous avons des solutions technologiques. Non, on n'en a pas. Il y a des hubs. Je suis entré en contact même avec certains incubateurs privés et autres, mais la plupart comptent sur les projets individuels des jeunes et les mâles, c'est qu'ils n'arrivent pas aussi à créer de la valeur après dans la plupart de nos incubateurs. Alors, ce qui fait que si on avait un hub technologique muni de laboratoires pour développer des solutions technologiques, je crois que ça marcherait. Donc, mais personnellement et à ma connaissance, jusqu'à là, je ne connais pas un hub technologique muni de laboratoires en RDC qui développe des solutions technologiques. Donc, il n'y en a pas. Ok. Si je dois entrer dans le domaine entreprise et salarial, quel est votre avis sur le salariat au Congo pour les jeunes? Et est-ce une option sûre ou l'entrepreneuriat est-il préférable? Bon, là également, je vais essayer d'être un peu équilibré. Déjà, moi-même, je suis en train de nager entre les deux. Ok. Et voilà pourquoi je vais être équilibré. Être salarié, c'est pas du tout mauvais en soi. Dire aux jeunes que vous devez nécessairement entreprendre, c'est l'entrepreneuriat, c'est bien, mais qui dit que tout le monde a la capacité d'entreprendre? Non. Voilà. Alors, moi, je pense que sur ces points d'abord, les salaires n'est pas du tout mauvais. Ça signifie que quelqu'un peut être salarié, mais pour apprendre. Il apprend, il développe des compétences, il comprend c'est quoi une organisation. Et ce n'est qu'après qu'il peut aussi développer des compétences dans l'entrepreneuriat. Donc, après cette expérience, après avoir développé aussi les compétences en entreprise, il peut décider d'aller entreprendre. Alors, aller entreprendre avec compétences et sans compétences, c'est différent. Oui. Ce qui fait que vous pouvez être un entrepreneur à succès parce que vous avez commencé par acquérir les compétences. Vous connaissez les milieux de l'entreprise, comment ça se passe, vous connaissez les normes, et puis après, vous vous lancez. Donc, le salariat n'est pas mauvais. Mais aller vers l'entrepreneuriat, oui, ça demande le courage et ça demande aussi un bon départ en termes de financement. Qu'on ne se voile pas la face, entreprendre au Congo, c'est pas facile. Déjà, quand vous devez créer une entreprise sur le document officiel, notre gouvernement vous dit, pour faciliter la création d'entreprises, c'est autant d'argent. Ouais, c'est trop. Mais quand vous allez sur terrain, vous amorcez le processus, c'est fois 10 l'argent que vous allez dépenser. Oui. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas aussi assez facile. Donc, ça sert à rien de vendre aussi les rêves facilement aux jeunes, de les emballer au point où certains refusent le boulot parce qu'ils veulent à tout prix entreprendre. Et puis après 3 ans, 4 ans d'expérience, bon, ils n'ont rien fait, ils tournent et puis après, ils se reconvertissent maintenant en salariés. Donc, pour moi, je pense que je suis d'accord avec l'entrepreneuriat, mais est-ce que ça peut être accompagné? Et sur ces points, j'étais en train justement de réfléchir et depuis un certain temps, j'ai jugé bon en tant que project management professionnel de me lancer aussi dans l'accompagnement en tant que formateur des jeunes entrepreneurs et étudiants qui veulent justement se lancer dans le monde de l'emploi, tout comme de l'entrepreneuriat, tout comme des porteurs de projets, dans la gestion de projets. Quand on regarde la plupart des structures au pays, ils essayent de former les gens sur l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, rares sont les fois où j'ai entendu qu'on formait les gens sur la gestion des projets. Entreprendre va vous demander de gérer. Quand vous n'avez pas les notions de gérer, donc vous allez entreprendre pour ne pas avoir les succès. Vous pouvez facilement abandonner. Oui. Alors moi, je me dis, il y a des compétences clés que les jeunes entrepreneurs
Qu'un jeune étudiant salarié qui compte aller travailler, par exemple, dans une entreprise peut avoir, c'est justement ces compétences-là en gestion de projet. Et ça peut l'aider justement à appréhender son boulot, tout comme les jeunes entrepreneurs peuvent avoir justement ces capacités de gérer un projet. On vous donne 5 000 $. Bon, tant que vous n'avez jamais géré, vous ne savez pas évaluer les risques, vous ne savez pas exactement sur quoi investir, comment gérer, bon, vous dilapidez et puis après demain, on se retrouve encore sur la rue en train de chercher des financements, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je prévois dans les jours à venir me lancer sur la formation en gestion de projet. Ça sera des sessions un peu open, mais qui vont initier les jeunes sur la gestion de projet avec les standards du PMI. Ok. Vous nous avez présenté la carte, mais il y a d'autres choses que vous pouvez nous présenter encore? Oui, bon, sur la suite de nos solutions IoT, hein, les solutions qui sont développées en dehors de la carte qui est liée à l'éducation. Par exemple, ça, c'est une carte également made in DRC, hein, Ok. dont nous avons conçu les schémas et il y a des composants que nous avons soudés de nous-mêmes. Alors, ça, c'est une carte qui a participé justement à l'une des solutions que nous avons aussi présentées au niveau national. Et en parlant, par exemple, de robots, en parlant de la signalisation, ainsi de suite, la gestion de la ville, Oui. rien qu'avec cette carte ici, on peut y implémenter beaucoup de choses. Ça signifie que les autres ont développé des cartes sous d'autres cieux, mais nous, Congolais, nous avons aussi développé nos cartes. Alors, c'est quoi l'impact des solutions qu'on essaie de développer, de mettre en place? C'est justement essayer de rompre un peu cette dépendance technologique des solutions importées, mais si on pouvait utiliser nos propres solutions, nous allons petit à petit essayer de construire notre infrastructure numérique avec nos propres ressources et nos propres technologies. Et cette carte peut impacter et elle peut être utilisée dans beaucoup de solutions technologiques. Je crois que elle est déjà fichée au niveau du ministère national, cette Ok. carte que vous voyez là. Et en dehors de ça, il y a des solutions IoT telles que la gestion de l'énergie. Ça, c'est juste un exemple pour bien faire comprendre l'impact de ce que nous essayons de développer, de mettre en place ici chez nous au pays. Nous avons par exemple de l'énergie à la maison Oui. et très souvent la SNEL et actuellement même les panneaux. Mhm. Mais on n'a toujours pas la possibilité de bien gérer, d'éteindre nos lampes dans nos chambres, ainsi de suite. Et l'IoT peut nous aider justement à résoudre ces problèmes. On peut gérer notre maison de partout où on peut être dans le monde. Et ces solutions, nous sommes en mesure de les implémenter. Et les étudiants que nous formons aujourd'hui sont également en mesure de vous produire des résultats allant dans ces sens. Alors, l'exemple là que j'ai sur moi ici, cet interrupteur est tactile. Nous tous, nous connaissons nos interrupteurs dans nos maisons. Oui. C'est des interrupteurs avec bouton sous forme de on-off, voilà, à pression. Mais ça, c'est juste un interrupteur qui est tactile. Vous touchez, ça peut allumer, ça peut éteindre. Ça, c'est fait au Congo. Et non, en fait, ça, c'est une solution qui est justement importée. Ah, ok. Voilà. Donc, vous pouvez appuyer là, ça allume, ça éteint, et on peut intégrer ça dans nos maisons. Ça signifie quoi? Sur cette phase, au Congo, il y a des Congolais qui sont en mesure d'implémenter ces solutions. Des maisons intelligentes. Vous Oui. surveillez l'énergie à partir de vos téléphones, vous activez, vous désactivez vos prises, vous surveillez vos caméras, tout ça implémenté à partir de votre téléphone. Et c'est ce qu'on appelle des maisons intelligentes, en réalité. Et si on arrive à comprendre que partant des technologies pareilles, nous, Congolais, on est en mesure de produire des solutions qui avoisinent ce que les autres sont en train de produire sous d'autres cieux. L'avantage que nous avons, c'est que les données, les solutions sont made in DRC. Nous avons la même mise sur nos technologies. C'est comme ça que l'IoT aujourd'hui peut nous aider à résoudre beaucoup de problèmes. La gestion de l'énergie, dans la sécurité, la gestion de la ville. Je peux vous poser une seule question, une petite question seulement. Oui. Combien de poubelles nous avons sur la ville de Lubumbashi?
Voilà. L'IoT peut nous aider justement à résoudre ces problèmes, à centraliser les informations au niveau de la mairie. Notre maire de la ville n'a pas besoin de quitter son bureau pour aller chercher l'information. Elle est censée avoir un dashboard dans son bureau pour savoir, voilà, j'ai autant de poubelles. Et en termes des déchets de la ville, ces informations viendront automatiquement. Pourquoi? Parce que nos poubelles sont connectées. Nous savons gérer nos poubelles à distance. Les gens qui vont vider les poubelles sur la ville, ils doivent savoir exactement, même en temps réel, telle poubelle à tel endroit est remplie. On doit les vider. Donc, c'est des solutions auxquelles l'IoT essaye d'apporter des solutions. C'est comme ça que sous d'autres cieux, on parle des smart cities. Et si on a des villes intelligentes, des villes qui sont connectées, les villes sont connectées, c'est à l'aide des technologies avec des outils ou des petites solutions comme ça qu'on essaie de développer. Et je vous assure que sur la ville, il y a des jeunes que nous avons formés, qui ont développé des compétences, hein. Et moi, je peux même dire que aujourd'hui, certains essayent de nous impacter aussi par rapport à leur réalisation. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous produire les résultats. La question simple, c'est combien de poubelles nous avons sur la ville de Lubumbashi? Bon, voilà. Je pense que si à la mairie, on peut avoir une réponse, elle sera approximative. J'ai encore Voilà. beaucoup de Donc, questions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas gérer sans données, sans information. Donc, l'IoT, on a les données en temps réel. mais on a un grand problème, c'est qu'on n'a pas un data center. Oui, c'est parmi également nos faiblesses. Toutes ces informations, toutes les données que nous allons collecter via les objets connectés doivent être centralisées, stockées quelque part. Ce sont ces mêmes données qui vont nous aider dans les analyses et voire même dans la prédiction. Un exemple, comment est-ce que le maire de la ville saura qu'il me faut 10 000 poubelles sur la ville? Tant qu'elle n'a pas l'historique des nombres de poubelles qu'on a eu, par exemple, en 2026, sur base de quoi elle va faire des prévisions en termes de poubelles de 2026 ou de 2027. Donc, on a besoin de données. À quel endroit de la ville on collecte plus de déchets? C'est des informations, c'est des données qu'on devait avoir. Combien de tonnes de déchets la ville de Lubumbashi produit? On est dans des approximations, mais on n'a pas de données réelles qu'on peut prouver pour dire telle poubelle, c'est 5 tonnes, telle poubelle, telle benne, telle... On n'a pas. Mais tout ça, c'est des données qu'on est censé collecter et mettre sur des bases de données. Et ces bases de données auront maintenant un impact, même sur la recherche scientifique, même sur la science, parce que nos professeurs, nos chercheurs vont avoir des données sur lesquelles ils vont se servir. Mais actuellement, nous tous, dans la recherche, on se fie un peu sur le formulaire d'enquête, ce qui n'est pas du tout... on peut avoir le résultat, mais sincèrement, par rapport à quelqu'un qui travaille avec des données qui sont collectées en temps réel, sur des bases de données réelles, en tout cas, il aura toujours de l'avance par rapport à la solution à la recherche, contrairement à ce que nous essayons de développer sur place. Oh, merci beaucoup, Monsieur Herbert, et surtout de votre présentation sur vos réalisations, les objets connectés sur l'IoT. Et je pense que c'est capital parce que vous avez levé le point qu'il y a beaucoup et des jeunes maintenant ici au Congo qui peuvent réaliser des choses au lieu de pouvoir importer. Et pour conclure, quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes qui veulent exceller dans l'informatique et contribuer au développement du pays? Voilà, déjà, ceux qui sont dans le domaine informatique, comme ceux qui aspirent de faire l'informatique dans les jours à venir, la première des choses ou le tout premier conseil que je vais leur demander, c'est de ne pas faire l'informatique par contrainte ou par imitation. Pourquoi? L'informatique est plus liée aux technologies qui évoluent. Et ça demande à ce que celui qui fait l'informatique ou l'informaticien soit à mesure de lire pratiquement toute sa vie. Alors, si vous sentez que vous n'avez pas les capacités de lire toute votre vie pour rester à jour, s'auto-former,
ça ne sert à rien de vous lancer dans ce domaine. Parce que être meilleur, être un bon, ça va vous demander d'élire pour rester compétitif sur les marchés. Ouais. Alors, les jeunes qui doivent aller dans ces domaines doivent nécessairement avoir de la rigueur, pas seulement les compétences techniques, mais ils doivent incarner aussi des valeurs, un peu de la rigueur, de la discipline et une organisation, je crois, personnelle. Je crois que ça va beaucoup les aider à aller de l'avant et à rester compétitifs dans ces domaines. J'ai beaucoup aimé votre intervention sur l'IA, mais c'est un sujet vraiment Effectivement. très colossal. Ouais. Mais pour finir, comme j'ai dit, on a conclu. Nous avons toujours une dernière question qui est l'ultime question. Vous êtes prêts? Bon, on peut y aller, j'espère. Ok. Je sais. Voici l'ultime question. Qui est-ce que vous aimeriez voir dans cette chaise prochainement? Oh, sur cette chaise, quelqu'un j'aimerais voir Oui. sur cette chaise prochainement. C'est difficile, hein? Voilà pourquoi on l'appelle l'ultime question. Je parlerai plus de Monsieur Bertin Polomboui. Monsieur, Monsieur Bertin Polomboui. d'accord. Merci beaucoup, Je vous en Monsieur prie. Herbert. En tout cas, je suis ravi de ces échanges et de l'honneur que vous m'avez accordé. Et c'est à moi de vous remercier pour le travail que vous faites. Merci. Et peut-être que vous pouvez ne pas imaginer l'impact que ça, mais je suis sûr qu'avec le temps, vous comprendrez comme nous, quand un jour vous serez devant quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est vous enfin, le monsieur derrière cette caméra, c'est micro, voilà. » Oui. En tout cas, merci et toutes les bonnes choses pour le travail que vous accomplissez. Merci beaucoup. Merci. Merci.